Bonjour à tout le monde. Cette séquence est destinée aux élèves de la deuxième année sciences économiques. Elle porte sur la quatrième partie du programme d'économie générale, à savoir le développement et les perspectives d'évolution. Dans cette partie, il y a deux chapitres. Le premier est intitulé Croissance et développement. C'est quoi la croissance? C'est quoi le développement? C'est ce qu'on va voir dans cette capsule pour traiter par la suite le sous-développement, les causes, les facteurs, les explications du sous-développement et également les stratégies proposées pour sortir du sous-développement. Donc, premièrement, les notions de base. C'est quoi la croissance? La croissance peut être définie comme l'augmentation de la production au cours d'une période donnée. C'est un phénomène quantitatif parce qu'on prend des éléments mesurables. Ainsi, la croissance économique est mesurée par le taux de croissance du PIB, appelé également taux de croissance économique. C'est tout simplement le taux de variation du PIB. Et on prend généralement le PIB à prix constant. Ce taux permet de mesurer l'évolution d'une économie et de la comparer avec les autres pays. Quels sont les facteurs et quelle est la nature de la croissance? Lorsqu'on parle des facteurs de croissance, ce sont les facteurs de production. On a le facteur travail et capital. À noter que les néoclassiques utilisent une fonction de production sous cette forme. Y égale F LK. C'est-à-dire Y, c'est le niveau de production. Ce niveau de production est fonction de deux facteurs, LK. On peut avoir par exemple L au carré plus 3K ou une fonction quelconque. L'essentiel, c'est qu'on a deux variables, travail et capital, qui permettent de donner le niveau de production. Donc, pour augmenter la production Y, il faut augmenter soit le travail, soit le capital, soit les deux à la fois. Cette situation va donner donc ce qu'on appelle la croissance extensive, c'est-à-dire l'augmentation de la production résulte de l'augmentation des facteurs de production, L et K. Pour augmenter la production, il faut augmenter soit le facteur travail, soit le facteur capital, soit les deux à la fois. Inversement, la croissance intensive ne résulte pas de l'augmentation du travail et du capital, mais elle résulte de l'amélioration des combinaisons productives, c'est-à-dire il faut chercher une meilleure combinaison. Il faut chercher la combinaison qui permet de réaliser des gains de productivité. Prenons à titre d'exemple le taux de croissance annuel moyen entre 1995 et 2009 de trois pays. Pour les États-Unis, sur cette période, le PIB augmente de 2,5%. Mais le travail et le capital, tous les deux, augmentent respectivement de 0,3 et 0,9, soit au total 1,2. Le PIB augmente de 2,5 alors que les facteurs de production augmentent de 1,2. Il y a un résidu de 1,3 qui ne peut être expliqué par les facteurs de production. Pourquoi le PIB augmente de 2,5 si les facteurs travail-capital augmentent de 1,2? Donc cette partie inexpliquée par l'augmentation du travail et capital est appelée productivité globale des facteurs. C'est la productivité globale des facteurs. Pour la France, le taux de variation du PIB sur cette période est en moyenne de 1,7. Le travail et le capital, tous les deux augmentent de 1%, la somme des deux, 0,3 plus 0,7, ce qui laisse un résidu, une partie inexpliquée, est de 0,7. Pour l'Espagne, sur la période étudiée, il n'y a pas de problème, la somme des deux facteurs donne 2,9. Donc ce résidu, ou bien cette partie qui reste, est liée à la combinaison, à une meilleure combinaison des facteurs travail et capital.
La croissance donc de la production est supérieure à celle de la quantité du facteur travail-capital. Donc la dernière colonne fait apparaître un résidu qui correspond à la part inexpliquée de la croissance économique, c'est la productivité globale des facteurs. Donc, ici on a deux types de croissance. La croissance extensive est obtenue par l'augmentation de la quantité des facteurs de production, soit la quantité du travail, le nombre de travailleurs ou bien la durée du travail, soit une augmentation de la quantité du capital, le nombre des machines par exemple, les investissements à réaliser, les investissements de capacité. Par contre, la croissance intensive n'est pas réalisée, n'est pas obtenue à travers l'augmentation du travail capital, mais elle est obtenue à travers une meilleure efficacité, l'augmentation de l'efficacité des facteurs de production. Par exemple, une meilleure organisation, formation des travailleurs plutôt, des investissements de productivité, motivation des salariés, tous les éléments que vous avez vus en organisation des entreprises pour motiver les salariés, pour impliquer les salariés, et ainsi de suite. Cette dernière forme de croissance, la croissance intensive, qui résulte de la réalisation du gain de productivité, permet d'augmenter la production. Comment? Lorsqu'on réalise des gains de production, cette augmentation peut bénéficier soit aux salariés, soit à l'entreprise elle-même, soit aux consommateurs. Les salariés qui vont bénéficier de la hausse des salaires, l'entreprise qui bénéficie de l'augmentation des profits, le consommateur bénéficie de la baisse des prix grâce à la concurrence. Lorsque les salaires augmentent du point de vue économique, selon la pensée keynésienne comme nous l'avons vu, cela va augmenter la consommation et la demande va augmenter, ce qui encourage les entreprises à produire et donc on aura une croissance de la production. De même, cette augmentation des salaires va entraîner une augmentation des impôts sur les revenus, ce qui entraîne une augmentation des dépenses publiques et également une croissance économique. De même, elle permet d'augmenter les bénéfices de l'entreprise, les profits, ce qui permet d'augmenter l'impôt pour l'État, de même de réaliser plus d'investissements, ce qui contribue également à la croissance économique. Enfin, grâce à la concurrence, les entreprises seront obligées de réduire le prix. Et en raison de la loi de la demande, cela va augmenter la demande d'abord de manière générale ici, l'augmentation de la consommation, ou bien la demande extérieure, l'augmentation des exportations. Et dans tous ces cas, on aura une croissance de la production, ce qui favorise la croissance globale, l'augmentation du PIB. Cependant, cette croissance a un certain nombre de limites que nous avons déjà traitées dans la partie des agrégats. Tout d'abord, le PIB ne mesure que ce qui est évaluable en monnaie, ce qui est monétaire, ce qui passe par le marché. Le PIB ne donne aucune mesure sur le bien-être social, sur la répartition de cette richesse créée, et ainsi de suite. Revenez donc aux limites du PIB que nous avons vues dans la comptabilité nationale. Petit 2, le développement. C'est quoi le développement et quelle est la différence entre développement et croissance? Le développement désigne la croissance des activités économiques d'un pays et l'amélioration générale des conditions de vie et des structures économiques et sociales. Le développement correspond également à l'ensemble des transformations techniques, sociales et culturelles qui permettent l'apparition et la prolongation de la croissance économique et qui accompagnent cette croissance. Donc, la croissance, c'est l'augmentation tout simplement de la production. Mais le développement ne se limite pas à ce niveau. Il prend en considération le niveau de vie de la population, les changements, les transformations au niveau technique, au niveau social, culturel, qui permettent l'apparition et la prolongation de la croissance économique. Il ne suffit pas que le PIB augmente une année de 5% pour tomber l'année suivante de 2%. Mais
Le développement, ce sont les transformations qui permettent de réaliser une croissance continue, une augmentation continue, à travers le changement, par exemple, de la structure de l'économie, à travers l'industrialisation, l'urbanisation, changement des mentalités, et ainsi de suite. Le PIB est mesuré, le PIB mesure la croissance, mais ici, le développement est mesuré par l'indicateur que nous avons également vu, l'IDH, l'indice de développement humain. C'est l'indicateur le plus utilisé. Il se calcule en prenant en compte la moyenne de 3 indicateurs, à savoir la santé et longévité, l'instruction et le niveau de vie décent. Le premier indicateur, en ce qui concerne la santé, est mesuré par un indice d'espérance de vie. L'indice de l'espérance de vie qui donne une idée sur l'espérance de vie à la naissance. Le deuxième indicateur, l'indicateur qui consiste à mesurer d'abord un indice d'éducation composé de deux éléments. Le premier élément, c'est la durée moyenne de scolarisation, nombre d'années d'études. Le deuxième, le taux d'alphabétisation des adultes, le taux d'alphabétisation. Les deux vont donner une moyenne qui s'appelle l'indice d'éducation. Le troisième indicateur, le niveau de vie, il est mesuré par le revenu par tête. Il permet de donner une idée sur le pouvoir d'achat de la population. Ces 3 indicateurs seront composés pour donner l'IDH. L'IDH donc se calcule en prenant en compte la moyenne de ces 3 indicateurs. Quel est le rapport entre croissance et développement? La croissance économique est un phénomène quantitatif. Le développement a un caractère qualitatif. Le développement peut être cause et conséquence de la croissance. En tant que cause, c'est parce que le niveau d'éducation s'améliore, l'esprit d'entreprise se diffuse dans l'économie, que l'activité économique pourra augmenter. On a vu que le développement est lié à des changements au niveau de la mentalité, au niveau de la structure de l'économie, ce qui va favoriser la croissance. Et le développement peut être une conséquence de la croissance. C'est parce que le revenu augmente, c'est parce que donc ce revenu augmente qu'on peut recourir et bénéficier des prestations médicales de qualité. On peut construire des écoles, construire des hôpitaux et ainsi de suite. Et donc on va améliorer l'espérance de vie, ce qui va favoriser l'IDH, l'indicateur de développement humain. Le point suivant, c'est la notion de développement durable. Le développement durable, c'est le mode de développement économique qui respecte l'environnement. C'est-à-dire, on doit chercher la croissance, on doit chercher le développement, augmenter le PIB, mais en même temps, il faut tenir compte des besoins des générations futures. C'est donc le développement qui répond aux besoins de la population actuelle, du présent, mais sans compromettre, sans exposer au risque ceux des générations futures. Le troisième point, la troisième notion, c'est la notion de sous-développement. Le sous-développement, c'est une notion qui a été apparue dans les années 50 du siècle précédent pour exprimer un déséquilibre au niveau mondial entre les pays riches et les pays pauvres. Le sous-développement désigne l'état des pays qui sont incapables de satisfaire les besoins de leur population, les besoins essentiels. C'est l'état des pays dont le stade d'évolution économique n'est pas suffisant pour assurer un niveau de vie décent, mustawa al-aish al-karim, un niveau de vie décent à la population, pour des raisons naturelles, des raisons socio-économiques, sociales, financières ou politiques. Plusieurs termes, plusieurs expressions ont été utilisées pour caractériser les pays sous-développés. On a les pays du tiers-monde, pays sous-développés, pays en voie de développement, pays en développement et ainsi de suite. Certaines expressions sont toujours utilisées, d'autres
ont tombé dans la désuétude, c'est-à-dire ne sont plus utilisés. Cependant, lorsqu'on dit les pays sous-développés ne sont pas homogènes, ne forment pas un groupe homogène. Il y a des différences au niveau des caractéristiques de ces pays. On peut trouver des pays qui sont riches, des notions opulentes, riches, par exemple les pays pétroliers, même s'ils font partie des pays sous-développés. Il y a des pays qui sont nouvellement industrialisés, les NPA. Il y a des pays qui sont considérés comme émergents, c'est-à-dire en voie de transition vers le développement, et d'autres pays qui sont moins avancés, des pays à revenus très faibles, des pays les plus pauvres. Donc, lorsqu'on dit les pays sous-développés, cela ne signifie pas qu'on a un groupe homogène qui ont les mêmes caractéristiques. Non, au contraire, il y a des différences, dans certains cas, des différences très importantes entre ces pays. Voilà pour cette séquence. Dans la prochaine séquence, on va voir les indicateurs du sous-développement et les théories explicatives du sous-développement. À la prochaine.